La corne de licorne connue sous le nom d'alicorne est un objet mythique dont l'existence a été acceptée aussi bien en Europe qu'en Asie depuis la nuit des temps. Supposément issue de la créature légendaire appelée licorne, de nombreuses vertus curatives et des antidotes puissants ont été attribués à la licorne, en faisant l'un des remèdes les plus prisés et onéreux durant la Renaissance. On lui prêtait la capacité de purifier l'eau et de neutraliser les poisons. Cette corne était utilisée dans la fabrication de sceptres et d'autres objets royaux, tels que le trône de licorne des rois danois. La foi en la puissance de la licorne a perduré jusqu'au XVIe siècle, lorsque sa véritable origine fut révélée. Cet animal marin est le véritable détenteur de la licorne, qui n'est en réalité qu'une longue dent présente chez les mâles et certaines femelles. Depuis lors, la corne de licorne est évoquée dans des œuvres de fantasy, des jeux de rôle et des jeux vidéo, s'appropriant son symbolisme légendaire. La grande interrogation demeure. Comment la croyance en l'authenticité des cornes de licorne a-t-elle persisté aussi longtemps, alors que personne n'avait jamais aperçu une licorne de ses propres yeux? Dans une découverte envoûtante de nature à faire battre le cœur de tout mage, une somptueuse collection de sortilèges anciens a été exhumée dans une bibliothèque à Leipzig en Allemagne. Ces manuscrits ensorcelés, certains remontant à 1600 ans, couvrent une impressionnante étendue de 10 000 pages, offrant un aperçu séduisant des détaillées pratiques ésotériques d'antan. Les incantations traitent d'un éventail varié de sujets, de l'invocation d'anges ou de démons à des directives précises pour atteindre des objectifs déterminés. L'un de ces charmes dépeint la préparation méticuleuse requise pour un rituel magique, incluant le jeûne, le port de vêtements flambant neufs et l'aménagement d'une pièce immaculée emplie de fumée, ornée de mobilier neuf. L'incantation spécifie même le moment de commencement, 10 heures du soir, le premier vendredi de la nouvelle lune. Nous ignorons quels esprits étaient évoqués par ce rituel, mais il semble qu'ils exigeaient que ceux qui les invoquaient soient élégamment vêtus. Cette compilation exceptionnelle, l'une des plus notables de son genre en Europe continentale, souligne l'attrait intemporel pour la magie et le surnaturel, offrant une fenêtre privilégiée sur les pratiques secrètes de nos ancêtres. Ensuite, nous sommes introduits à une énigme subaquatique captivante et énigmatique, le trésor de Rochelongue, une collection d'artefacts vieux de 2500 ans trouvés sur la côte sud-ouest de la France, continue de dérouter les scientifiques. Ce trésor a été découvert pour la première fois en 1964 par André Bouscaras, un passionné d'épaves, et comprend 800 kg de lingots de cuivre ainsi qu'environ 1700 objets en bronze, tels que des bracelets, des broches imposantes, des boucles de ceinture et des armes. Ces objets étaient dispersés sur une zone mesurant à peu près 25 sur 14 mètres, à une profondeur de 6 à 8 mètres. Les théories quant à l'origine de ces artefacts oscillent entre l'étrusque et la phénicienne, sans parvenir à un accord. Certains experts suggèrent que le lieu pourrait avoir été un sanctuaire marin, avec des objets accumulés au fil des siècles. D'autres estiment que les artefacts pourraient provenir d'une cargaison en route vers les eaux italiennes, perdue dans une tempête. Tout cela demeure conjectural, et la réalité est que nous sommes toujours dans l'incertitude. Même la datation de 2500 ans est une approximation. Ces objets pourraient être bien plus anciens. Le trésor de Rochelongue, avec ses origines diversifiées et ses circonstances mystérieuses, met en lumière l'importance de l'archéologie sous-marine pour dévoiler les secrets de notre lointain passé. Notre prochaine découverte majeure possède le potentiel de bouleverser la chronologie de l'irrigation aquatique en Chine. Des archéologues ont mis au jour 6 puits anciens dans le comté de Zhenping, dans la province du Henan. Ces puits, datant de 9000 ans, s'avèrent être les plus anciens jamais découverts en Chine. La diversité de leur structure, le plus profond s'enfonçant presque à 5 mètres sous la surface, témoigne d'une ingéniosité remarquable. Certains ont été conçus avec des marches, vraisemblablement pour permettre aux habitants de puiser de l'eau à des niveaux plus bas avec aisance. L'équipe a également découvert d'anciens outils et 5 récipients en céramique, probablement utilisés pour transporter l'eau de ces puits. Leur fonction précise demeure nébuleuse, avec des théories suggérant divers usages, allant de l'approvisionnement en eau potable à l'irrigation des terres, voire à la collecte d'eau pour des ateliers de céramique. Cette trouvaille repousse la datation des puits chinois de 2000 ans, puisqu'il était couramment admis que les puits les plus anciens remontaient à la période néolithique, il y a 6 à 7000 ans. Cette découverte met en exergue l'importance des puits
pour libérer les gens de leur dépendance envers les rivières. Avec l'évolution de cette technologie hydrique novatrice, nos lointains ancêtres s'aventurèrent bien au-delà des zones côtières, progressant vers l'intérieur des terres et fondant de nouveaux établissements. Nombre d'entre vous ont sans doute entendu parler de la légende de l'épée dans la pierre, intimement liée au mythe du roi Arthur d'Angleterre. Cependant, ce que beaucoup ignorent est l'existence d'une autre épée dans la pierre, non pas en Angleterre, mais à la chapelle de Montesiepi à Chiusdino, en Italie. Au lieu d'attendre un souverain légitime pour la dégager de son socle rocheux, cette épée a été enfoncée dans la pierre par un saint. Ce saint n'est autre que Galgano Guidotti, né près de Chiusdino en 1148. Jadis chevalier opulent, il devint ermite après sa conversion au christianisme. Plus tard dans sa vie, il prétendit avoir été visité par l'archange Michel, qui l'exhorta à renoncer à tous ses biens matériels. Galgano rétorqua que c'était aussi plausible que d'enfoncer une épée dans un rocher solide. En tentant de démontrer cette impossibilité, il fut stupéfait de voir la lame s'enfoncer dans la roche, où elle demeura solidement ancrée. Il trépassa en 1185 et fut canonisé par le pape Lucius III l'année suivante. La chapelle de Montesiepi fut alors érigée autour de l'épée dans la pierre. Des analyses ont confirmé que l'épée date du XIIe siècle, ce qui suscite la réflexion: qui sommes-nous pour affirmer que le récit n'est pas authentique ? Dans une tournure qui ajoute une nouvelle énigme au mystère persistant de la colonie perdue de Roanoke, une bague censée être un indice essentiel dans la recherche des colons disparus s'est avérée ne pas être ce qu'elle semblait être. Découverte en 1998 sur l'île de Hatteras en Caroline du Nord, cette bague fut initialement jugée en or et associée à une famille ayant pris part aux expéditions à Roanoke dans les années 1580. Cependant, des analyses récentes à l'université d'East Carolina ont révélé que le bijou est en réalité en laiton, matériau courant dans les objets produits en série et vendus aux peuples autochtones américains bien après la tentative de colonisation infructueuse. Si certains archéologues soutiennent que cette bague aurait pu appartenir à un colon de Roanoke et avoir été conservée en tant que relique, d'autres estiment qu'il est plus probable qu'elle ait été acquise par les indigènes auprès de colons anglais ultérieurs. Ce développement souligne la complexité de la quête de la colonie perdue et l'importance d'une analyse minutieuse lors de l'interprétation des découvertes archéologiques. Néanmoins, cette révélation nous éloigne davantage de la compréhension véritable de l'histoire de Roanoke, et il est désespérément possible que nous ne parvenions jamais à connaître la vérité. Nous avons tendance à évoquer Toutankhamon comme le jeune roi de l'Égypte ancienne, en raison de sa jeunesse précoce. Toutefois, Toutankhamon était déjà en âge de procréer. Nous le savons car 2 de ses descendants ont été retrouvés. Malheureusement, ils n'ont pas survécu longtemps. Ses enfants, toutes 2 des filles, furent inhumés dans la sépulture paternelle et découvertes lors de son ouverture par Howard Carter en 1922. Les inscriptions sur leur minuscule cercueil les désignent simplement comme Osiris, faisant référence aux défunts, leur nom véritable nous étant inconnu. De manière quelque peu austère, elles sont aujourd'hui identifiées comme les momies 317A et 317B. La mère de ces filles était probablement Ankhesenamon, épouse de Toutankhamon, qui pourrait être la momie désignée aujourd'hui sous le nom de KV21A. La momie 317A est née prématurément après seulement 5 ou 6 mois de grossesse, tandis que la 317B est née à terme ou presque. Leur physionomie est singulière, et bien que des affections telles que le spina bifida et la déformation de Sprengel aient été suggérées comme cause possible, aucune n'a été confirmée. En réalité, les scientifiques n'ont jamais pu établir la cause du décès de l'une ou l'autre des enfants. Au cœur des Alpes juliennes se déroule un fascinant récit à la croisée du folklore et de la pareidolie. Je vous présente l'Ajdovska Deklika, ou la Vierge païenne, une formation rocheuse qui, sous un certain angle, présente une ressemblance frappante avec le visage d'une femme. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel visage, mais plutôt de celui d'une villageoise au cœur pur, un esprit protecteur des forêts qui guidait les voyageurs lors des tempêtes de neige et avait le don de prédire le destin des enfants à naître. Selon la légende locale, elle a prophétisé qu'un jeune homme se lèverait pour chasser le Zlatorog, une chamois légendaire dotée de pouvoirs magiques. Furieux de sa prédiction concernant la fin de ce Zlatorog, ses frères la maudirent, pétrifiant son corps lorsqu'elle revint à la montagne Prizojnik.
Aujourd'hui, le visage de la Vierge païenne est gravé sur la paroi nord du Prysožník, témoin silencieux d'une histoire mêlant le surnaturel au monde réel. Ainsi, si un jour vous traversez les Alpes juliennes, n'hésitez pas à chercher cette légendaire dame de pierre. La science peut affirmer qu'elle n'a pas été sculptée de main d'homme, mais nombreux sont ceux qui croient fermement le contraire. Dans une aventure archéologique palpitante, digne des plus grandes productions cinématographiques, des chercheurs ont confirmé l'existence d'un vaste complexe souterrain sous l'ancien site de Mitla, dans l'état mexicain d'Oaxaca. Il était supposé que ce réseau complexe de chambres et de passages soit une porte vers le monde souterrain zapotèque nommé Liobaa. À l'aide d'outils géophysiques non invasifs, l'équipe de recherche du projet Liobaa a découvert de multiples chambres et tunnels sous les structures du site. Les découvertes les plus marquantes se trouvaient sous le groupe de l'église, où une église catholique avait été érigée à la fin du XVIe siècle. Des documents historiques ont identifié cette zone comme l'entrée du temple de Liobaa, où les fidèles communiquaient avec les dieux et les esprits ancestraux. Les chercheurs ont également exploré des zones sous le palais des colonnes, détectant des anomalies géophysiques qui sont probablement des tombes enfouies. Cette découverte non seulement confirme l'existence de Liobaa, mais fournit également des éclairages précieux sur les pratiques spirituelles du peuple zapotèque ayant vécu dans le sud du Mexique pendant l'ère précolombienne. L'équipe envisage de poursuivre ses investigations, espérant révéler davantage de mystères de cet ancien monde souterrain. Notre prochaine découverte est une révélation archéologique qui nous transporte à une époque antérieure à celle de Stonehenge en Angleterre. Il s'agit de 25 fosses monumentales préhistoriques mises au jour près de Lynmere à Houghton Regis dans le Bedfordshire. Datant de la période mésolithique, soit environ 6000 à 12 000 ans avant notre ère, ces fosses représentent une trouvaille majeure pouvant fournir des indices sur la vie en Grande-Bretagne durant cette période. Les datations au radiocarbone indiquent que ces fosses ont entre 8500 et 7700 ans. Leur envergure les place parmi les vestiges mésolithiques les plus remarquables découverts au Royaume-Uni. Ces fosses, mesurant approximativement 4,8 mètres de diamètre et plus d'1,8 mètre de profondeur, contenaient des restes de diverses espèces sauvages, dont l'oryx, la martre, le cerf et le sanglier. Les os d'oryx, notamment, ont aidé à déterminer l'âge des fosses. Les archéologues d'Albion Archaeology et du Musée d'archéologie de Londres poursuivent leurs recherches sur le site, espérant en apprendre davantage sur l'ancien paysage et la finalité de ces fosses. Cette découverte met en lumière l'importance de la datation au radiocarbone dans la recherche archéologique, car elle permet de révéler la pertinence de vestiges qui pourraient autrement rester inaperçus. Se rapprochera-t-on du mystère de Stonehenge ? Probablement pas, mais il est permis de rêver. Nous savons que certains des anciens habitants de la Chine avaient une prédilection pour la confection d'artefacts appelés kongs en jade. Cependant, leur véritable signification nous échappe encore. De nombreux kongs en jade minutieusement ornés ont été découverts dans la province du Zhejiang en Chine, laissant penser qu'ils furent réalisés par la culture Liangzhu, présente durant l'ère néolithique. Chaque kong est un tube carré doté d'une ouverture circulaire en son centre. Toutefois, une telle description épurée ne rend pas hommage à la richesse de leurs motifs. Les décorations varient d'un kong à l'autre, mais bon nombre d'entre eux présentent des visages humains gravés sur les coins, entourant l'ouverture centrale. Il est spéculé que ces visages pourraient symboliser des esprits. Cette hypothèse repose sur le fait que, à de rares exceptions près, les kongs en jade sont principalement retrouvés dans des sépultures. Ils revêtaient sans doute une signification spirituelle, bien que nous ne puissions qu'émettre des suppositions quant à leur véritable rôle. De même, nous ignorons pourquoi ces objets semblent avoir été soudainement abandonnés. Ils étaient omniprésents jusqu'à il y a environ 2000 ans, après quoi il semble qu'aucun autre n'ait été conçu. Le colosse de Rhodes se distinguait comme l'une des 7 merveilles du monde antique et demeure l'une des prouesses sculpturales les plus impressionnantes jamais réalisées par l'humanité. Sa disparition dans le temps moderne s'avère être une déplorable perte. Les archives historiques nous dépeignent le colosse comme une représentation d'Hélios, le dieu solaire grec, trônant autrefois avec majesté dans la cité de Rhodes, sise sur l'île éponyme. L'emplacement précis du colosse est sujet de vifs débats parmi les érudits et demeure empreint de mystère. La sculpture fut conçue et érigée par Charès de Lindos
en l'an 280 avant notre ère, en hommage à la défense victorieuse de Rhodes face aux armées de Démétrios Poliorcète, après un siège d'une année. On prétend que le colosse s'élevait à une hauteur d'environ 32,9 mètres, le comparant ainsi à la Statue de la Liberté. Malheureusement, seulement 54 ans après son achèvement, le colosse fut terrassé par un tremblement de terre. Quelques fragments ont subsisté au fil des âges, et selon certaines sources, l'empereur Hadrien aurait envisagé sa reconstruction. Néanmoins, cette assertion est contredite par d'autres témoignages. En l'an 653, les forces arabes sous le commandement de Mouawiya Ier s'emparèrent de Rhodes et anéantirent les vestiges de la sculpture. L'idée de ressusciter un nouveau colosse résonne encore à notre époque. Cet initial artefact a failli être relégué au rang de simple détritus, avant qu'une âme clairvoyante n'en discerne la valeur inestimable et le sauve. Il s'agit d'une carte murale du XVIIe siècle provenant d'Écosse, d'une rareté inouïe. Jadis, une personne l'avait froissée et insérée dans la cheminée d'une demeure à Aberdeen, probablement pour empêcher les courants d'air. Lors de la rénovation de la maison en 2016, cette obstruction fut finalement extraite. À première vue, elle ressemblait à un tas de chiffons noircis. Son propriétaire faillit la jeter, mais en préparant ses ordures, il remarqua des marques distinctes sur le tissu. Il le confia à la Bibliothèque nationale, où sa véritable identité fut révélée. Il s'agit d'une mappemonde réalisée par le célèbre cartographe néerlandais Gerard Valk. Sa stature est majestueuse, mesurant plus de 2 mètres de haut pour 1,50 m de large, et c'est l'un des 3 seuls exemplaires connus ayant survécu jusqu'à nos jours. Gravement endommagé par les années passées dans la cheminée, après un processus de restauration méticuleux qui s'est étendu sur 6 mois par des experts, il arbore désormais une splendeur qu'il n'avait sans doute jamais eue auparavant. La prochaine trouvaille concerne un ensemble de 250 tombes sculptées à même la roche, découvertes dans une nécropole égyptienne en mai de 2021. Ces cavités méticuleusement façonnées se trouvent près de Sohag, sur la rive occidentale du Nil, dans un site appelé Al-Hamdiya. Ce qui distingue ces tombes, c'est la diversité des styles architecturaux qu'elles présentent. Certaines sont des sépultures à axe unique, tandis que d'autres comportent des axes doubles ou des chambres funéraires. Il semble que le style ait considérablement évolué au fil du temps, pendant la longue période d'utilisation du site. La tombe la plus ancienne remonte à la fin de la période de l'Ancien Empire, soit environ 4200 ans en arrière, tandis que les plus récentes ont été sculptées à la fin de l'époque ptolémaïque, il y a approximativement 2200 ans. Étonnamment, ce sont les tombes de l'Ancien Empire qui sont les plus impressionnantes. L'une d'elles mène à un couloir transversal, relié à une petite chambre funéraire, contenant une fausse porte ornée d'anciens hiéroglyphes. La sophistication des tombes les plus anciennes suggère que certains des dirigeants de Haute-Égypte y ont été inhumés, suivis, plus d'un millénaire plus tard, par les sépultures de personnes du commun. Notre prochaine découverte s'apparente davantage à la paléontologie qu'à l'archéologie, mais elle est incluse en raison de son charme indéniable. Il s'agit de la mise au jour d'un ensemble d'arbres géants pétrifiés en Thaïlande, y compris le tronc pétrifié le plus long jamais découvert. Ce tronc mesure 72 mètres de long, ce qui suggère que l'arbre aurait pu atteindre près de 100 mètres de haut, rivalisant ainsi avec les séquoias géants d'aujourd'hui. Le processus de pétrification a si bien conservé ces arbres qu'ils semblent s'être abattus récemment, alors qu'ils datent en réalité d'environ 800 000 ans. À cette époque, toute cette région était une forêt tropicale. Bien que cette espèce d'arbre n'existe plus aujourd'hui, elle appartient à la même famille que les acacias noirs. Il n'existe pas d'espèce d'arbre actuellement présente en Thaïlande qui atteindrait même la moitié de cette taille, révélant combien le climat et l'environnement de la région ont radicalement changé au fil des âges. 9 arbres fossilisés ont été découverts à ce jour, bien qu'on pense qu'il pourrait y en avoir davantage enfouis sous terre. Nous nous tournons maintenant vers la Turquie, où en 2016, une splendide église chrétienne primitive fut mise à jour. Certes, il existe de nombreuses anciennes églises en Turquie, mais aucune d'entre elles ne peut se targuer de posséder de telles fresques captivantes. Cette découverte a été faite alors que des archéologues fouillaient un vaste réseau de cavernes taillées dans la roche sous un château de l'époque byzantine, situé dans la région d'Anatolie centrale du pays. Les scènes bibliques dépeintes sur les murs de l'église ne sont pas présentes dans d'autres églises de la même époque, que l'on estime être le 5e siècle.
Le fait que l'église soit nichée si profondément sous terre a permis aux fresques de conserver leurs couleurs éclatantes, qui apparaissent aujourd'hui presque aussi vives qu'au jour où elles furent créées. La crucifixion du Christ est l'une des scènes représentées, tout comme l'Ascension. Ce réseau de grottes fait partie d'une immense cité souterraine nommée Nefsaïr, qui elle-même ne fut découverte qu'en 2014. On estime qu'elle s'étend sur plus de 93 000 mètres carrés, avec des traces d'occupation humaine remontant à 5000 ans. Beaucoup reste encore à dévoiler sur ce site prometteur, car les archéologues continuent leurs fouilles. Si vous aviez le choix de vivre n'importe où dans le monde antique, combien d'entre vous aimeraient résider dans la capitale mondiale de la viticulture ? Vous penseriez sans doute que ce lieu se situerait en Italie ou en France. Or, vous seriez dans l'erreur. Vous seriez en réalité en ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, dans l'ancienne cité de Taurique-Chersonèse, honorée du titre de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Fondée par les Grecs doriens, il y a environ 2500 ans, des fouilles récentes ont mis au jour des traces de maisons, temples, rues, places et ateliers à l'intérieur de la cité. Cependant, toutes ces trouvailles sont éclipsées par la prolifération de domaines viticoles. Ils sont entourés de plusieurs centaines d'exemples de parcelles appelées chora, qui ont abrité des vignes jusqu'au XVe siècle. Selon les historiens, le commerce du vin ici a atteint son apogée au IIIe siècle, alimentant les empires byzantin, grec et romain. Un musée occupe aujourd'hui les lieux, mais hélas, personne n'a encore repris la production de vins ukrainiens sur le site pour permettre de savourer le goût de cet âge d'or. Depuis la nuit des temps, tandis que les êtres humains ont été capables de lever les yeux vers les cieux, ils se sont efforcés de les cartographier. En effet, l'art de dessiner les étoiles célestes précède l'invention de la cartographie et pratiquement toutes les autres inventions humaines. En mai 2021, des archéologues près d'Hawaï ont attesté la découverte presque invraisemblable d'une carte stellaire gravée sur près de 5 km de la surface de la Terre. On pense qu'elle a été sculptée par des hominidés il y a 150 000 ans. Si elle s'avère être ce qu'elle semble, il ne s'agirait pas seulement de la carte la plus ancienne au monde, mais également du pétroglyphe le plus ancien de la Terre. Cette représentation supposée est visible sur Google Earth, situé sur l'île Jarvis. Aujourd'hui inhabité, ce lieu, au vu de cette indication, aurait pu être peuplé par certains de nos lointains ancêtres. Tous les archéologues ne sont cependant pas d'accord avec les revendications de Brett Cousins, qui prétend cette découverte. Certains avancent que ces marques sont de simples formations naturelles et que toute ressemblance avec des étoiles dans le ciel nocturne est pure coïncidence. À qui accorderiez-vous foi ? L'Angleterre est le terrain de prédilection pour la découverte de reliques romaines compte tenu de son passé sous domination romaine. Si les trouvailles romaines y sont fréquentes, peu peuvent rivaliser en grandeur avec celle-ci, une sculpture finement ouvragée d'un aigle saisissant un serpent dans son bec. Cette statue singulière a été mise au jour au cœur du quartier financier de Londres, lors des préparatifs pour la construction d'un nouvel hôtel en 2013. Il est estimé que l'œuvre remonte à entre 1900 et 2000 ans. Bien que les Romains aient souvent représenté des aigles dans leur art, le style de cette pièce est unique, sans équivalent en dehors de l'ancienne Jordanie. Des experts suggèrent que l'aigle symbolise le bien, et le serpent, le mal, la statue incarnant la lutte éternelle entre les deux. Un mausolée romain se dressait autrefois sur le site, dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines. Le fait que cette sculpture, qui se trouvait probablement dans une niche, soit restée intacte, relève presque du miracle. Elle a été reconnue comme l'une des statues romano-britanniques les mieux conservées jamais trouvées sur le territoire. En nous approchant d'Hawaï, nous sommes confrontés à des pétroglyphes d'une ancienneté presque inimaginable. Plongeons-nous maintenant au cœur d'Hawaï pour admirer un autre pétroglyphe de magnitude similaire. Cette fois, sa véracité ne fait l'objet d'aucune controverse. En février 2014, sur Oahu, une tempête exceptionnelle dévoila le pétroglyphe. Des vagues s'élevant à plus de 6 mètres se sont abattues sur la plage, révélant sous des couches de sable un ensemble de plus de 70 gravures et pétroglyphes restés cachés pendant de nombreuses années. La majorité illustre des animaux, y compris des chiens, mais ce sont principalement des représentations primitives d'êtres humains. Les habitants locaux nomment ces pétroglyphes Kiipohaku, affirmant qu'ils ont été légués par leurs ancêtres lointains pour documenter leur voyage et marquer des événements importants. Malheureusement, même les autochtones ne peuvent dater précisément leur création, et leurs apparitions sporadiques les rendent mystérieux.
Depuis 2014, ils ont de nouveau été ensevelis et demeurent inaccessibles. On estime que plus de 23 000 pétroglyphes parsèment les îles hawaïennes, la plupart encore inexplorées par les archéologues. Il serait sage de valoriser un tel héritage. Considérant que nous avons évoqué des recettes et des potions millénaires, tournons-nous vers l'une qui pourrait avoir une utilité quotidienne. Depuis que l'homme a appris à fabriquer et à consommer de l'alcool, il doit faire face aux gueules de bois. La quête d'un remède miracle pour ce mal est une source perpétuelle de déception. Mais existe-t-il vraiment ? Une recette issue d'un manuscrit du Moyen-Orient vieux de 1000 ans prétend éradiquer les gueules de bois en un instant. Ce conseil provient du Kitab al-Tabik, rédigé par Ibn Sayyar al-Warraq au Xe siècle. Cependant, sa traduction en anglais n'a eu lieu qu'en 2014. Parmi les 600 recettes du livre, certaines, on pense, étaient déjà très anciennes à son époque, datant peut-être de 2 ou 3 siècles avant sa naissance. Son remède pour la gueule de bois est appelé kishikia, un ragoût principalement composé de viande, de pois chiches et de légumes, agrémenté d'un yaourt fermenté appelé casque. La raison pour laquelle une telle combinaison pourrait soulager une gueule de bois reste un mystère, mais il s'agit d'une recette traditionnelle encore utilisée de nos jours en Irak et dans le nord du Levant. 4 épées romaines en état de conservation quasi parfait ont été découvertes dans une fissure escarpée isolée près de la mer Morte. Il est probable que cet arsenal ait été dissimulé par des rebelles juifs il y a près de 1900 ans, après avoir été saisis aux forces romaines. De telles lames étaient couramment attribuées aux soldats romains et ont très probablement été obtenues d'une manière ou d'une autre par les rebelles judéens, puis cachées dans la grotte pour une utilisation ultérieure, suggèrent les chercheurs. 3 d'entre elles mesuraient entre 60 et 65 cm de long, un type identifié comme étant des épées spata romaines. La 4e était plus courte avec une lame de 45 cm que les chercheurs désignent comme une épée à pommeau annulaire. Leur manche était en métal ou en bois. Existe-t-il véritablement un élixir promettant une vie prolongée ? Et si tel est le cas, souhaiterions-nous vraiment le posséder ? En 2014, des scientifiques et archéologues ont uni leurs forces pour scruter cette question fascinante, suite à la découverte singulière d'une prétendue formule de cet élixir. Cette recherche exceptionnelle a commencé avec la trouvaille d'une bouteille en verre bicentenaire dans les fondations destinées à un nouvel hôtel de 22 étages à New York. L'inscription sur la bouteille déclare qu'elle renfermait jadis ce fameux élixir. Par coïncidence, les archéologues ayant fait cette découverte étaient au courant de la formule originelle germanique sur laquelle elle était basée. La potion est élaborée à partir de racines de gentiane, de rhubarbe, de safran d'Espagne, d'aloès et de zédoère. Des rumeurs circulent que ceux qui en buvaient jouissaient d'une vie étendue. Fait remarquable, aucun d'entre eux n'est décédé à ce jour, rendant la théorie captivante. Bien que son goût soit décrit comme excessivement amer, ceux ayant tenté l'expérience ne recommandent pas de tenter de la reproduire chez soi. Néanmoins, peut-être que cette amertume est un mince sacrifice pour une vie dilatée. La liste des rois sumériens laisse entendre que les monarques antiques régnaient pendant des dizaines de milliers d'années. Peut-être cet élixir amer était-il le secret de leur longévité. Nous avons été témoins de nombreuses prétentions affirmant que les clous ayant servi à crucifier Jésus-Christ avaient été retrouvés, si bien que nous sommes souvent enclins à les écarter d'un revers de main. Cependant, une assertion récente a suscité une attention irréfutable. Un éminent scientifique est persuadé que nous pourrions cette fois-ci être en présence du véritable artefact. Ces clous furent un temps au sein du tombeau de Caïphe, le grand prêtre juif qui, selon les écrits, remit le Christ aux Romains. Après avoir été égarés pendant une certaine durée, ils furent remis à l'université de Tel Aviv dans un contenant non identifié. Suite à une analyse rigoureuse, des déductions remarquables ont été faites. La première étant qu'ils ont indubitablement été utilisés lors d'une crucifixion, étant courbés et ornés de minuscules fragments de bois et d'os. La seconde est qu'ils proviennent assurément du tombeau du grand prêtre, car ils présentent des traces d'un champignon rare découvert sur place. Provenant du sépulcre adéquat, datant de l'époque appropriée et utilisé incontestablement pour crucifier quelqu'un, pour le scientifique Aryeh Shimron, ces preuves sont suffisantes pour avancer que ces clous ont traversé le corps du Christ. Quant à la justesse de sa déduction, elle pourrait se situer dans la sphère de la foi.
En 1992, un fermier en Angleterre égarait son marteau. Cette quête pour retrouver l'outil mena à la découverte la plus spectaculaire de trésors romains dans l'histoire britannique. Eric Lawes résolut à retrouver l'objet qu'il savait avoir laissé quelque part sur ses terres dans le village de Oxne dans le Suffolk, prit en main un détecteur de métaux espérant le localiser. Cependant, en sondant la terre, l'appareil émit un signal d'une intensité surprenante. Après quelques fouilles sommaires, il déterra plusieurs cuillères en argent et quelques pièces d'or. À ce moment, réalisant l'ampleur de la découverte potentielle, il contacta la société archéologique locale et par précaution avertit même la police. Des archéologues accoururent sur les lieux et entreprirent des fouilles plus approfondies, révélant 15 000 pièces romaines, plusieurs dizaines de cuillères supplémentaires et 200 objets en or pur. Cette trouvaille exceptionnelle fut baptisée le trésor de Oxne. Fort heureusement, les pièces étaient dans un état de conservation tel qu'il est toujours possible de lire les dates y inscrites, permettant de dater l'ensemble de la collection à l'an 408. On suppose que ce trésor représente les économies d'une famille romano-britannique qui, pour des raisons inconnues, n'est jamais revenue le récupérer. Donnez votre avis sur cette découverte fascinante dans les commentaires. Pour demeurer à la pointe de l'actualité et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute.